Et si je vous disais qu'au plus profond de votre esprit se trouve une clé capable de déverrouiller la véritable nature de l'univers, une clé si puissante que sa découverte au XVIIe siècle par le philosophe Baruch Spinoza fut jugée si dangereuse qu'il fut excommunié, maudit, et banni de sa communauté à l'âge de 23 ans, le décret d'excommunication interdisait à quiconque de lui parler, de s'approcher de lui, de lire ses écrits, ou de lui offrir la moindre aide. Son œuvre philosophique majeure, l'Éthique, ne put être publiée qu'après sa mort. Mais pourquoi? Qu'avait donc découvert Spinoza qui représentait une menace aussi immense pour les structures de pouvoir de son époque? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler le secret révolutionnaire que Spinoza a dévoilé concernant la connexion entre l'esprit humain et la compréhension de l'univers. Une découverte si profonde que, une fois comprise, elle transforme complètement votre perception de la réalité et de votre propre potentiel. Je sais ce que vous ressentez en ce moment. Cette sensation qu'il y a quelque chose de plus, une compréhension plus profonde de la réalité qui semble toujours hors de portée, comme si vous ne faisiez qu'effleurer la surface d'un océan infiniment profond, sachant qu'un monde entier, submergé, vous attend encore à être exploré. Cette intuition n'est pas fortuite. C'est le premier signe que vous possédez déjà la clé que Spinoza a découverte. Vous n'avez simplement pas encore appris à vous en servir. Mais aujourd'hui, cela va changer. Ce que je suis sur le point de partager avec vous n'est pas seulement une théorie philosophique abstraite. C'est une carte pour accéder à un type de connaissance qui transcende la simple information. Une connaissance que Spinoza a qualifiée de connaissance du troisième type et que la science moderne commence à peine à comprendre. Si vous cherchez à comprendre les secrets les plus profonds de l'existence et à débloquer le potentiel caché de votre propre esprit, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires vos propres expériences de moments de clarté et de compréhension profonde. Nous construisons une communauté de personnes qui cherchent à aller au-delà des limites de la pensée conventionnelle. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Des millions de personnes à travers le monde commencent à prendre conscience de possibilités de compréhension qui vont bien au-delà de ce qu'on nous a appris à croire possible. Mais vous êtes spécial, car vous êtes prête à aller au-delà de la surface, à remettre en question ce qui semble évident, et à explorer les recoins les plus profonds de la conscience humaine. Pour comprendre la révolution proposée, et par Spinoza, nous devons d'abord comprendre comment il voyait la relation entre l'esprit et l'univers. Dans la proposition 7 de la partie 2 de l'Éthique, il écrit « L'ordre et la connexion des idées est la même que l'ordre et la connexion des choses. » Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Spinoza affirme qu'il existe une correspondance directe entre la structure de la pensée et la structure de la réalité, que l'esprit humain, lorsqu'il fonctionne correctement, n'est pas séparé du monde qu'il perçoit. Il est un reflet de ce monde, organisé par les mêmes principes fondamentaux. Ce n'est pas seulement une affirmation philosophique abstraite, c'est la clé d'un type de compréhension qui transcende à la fois le matérialisme limité de la science conventionnelle et le mysticisme vague de nombreuses traditions spirituelles. Lorsqu'Einstein a déclaré qu'il voulait connaître les pensées de Dieu, il exprimait une intuition profondément spinoziste. L'idée que, dans la compréhension la plus claire et la plus distincte, notre esprit peut s'aligner sur les principes fondamentaux qui gouvernent l'univers. Einstein lui-même était un admirateur déclaré de Spinoza. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, il a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non pas en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Cela nous amène à la deuxième idée révolutionnaire de Spinoza, exprimée dans la proposition 15 de la partie 1. Tout ce qui existe, existe en Dieu, et sans Dieu, rien ne peut exister ni être conçu. Le Dieu de Spinoza, cependant, n'est pas le Dieu anthropomorphe des religions traditionnelles. Pour lui, Dieu et nature sont synonymes.
Dieu est l'unique substance infinie dont toutes les choses particulières, y compris nous-mêmes, sont des modes ou des expressions. Cette vision moniste, l'idée qu'il n'existe qu'une seule substance fondamentale qui constitue tout ce qui existe, a des implications profondes pour notre compréhension de l'esprit humain et de sa capacité à connaître l'univers. Si nous sommes des expressions ou des modes de la même substance qui constituent tout l'univers, alors nous ne sommes pas fondamentalement séparés de la réalité que nous cherchons à comprendre. Notre esprit n'est pas isolé du monde, l'observant de l'extérieur. Il est une expression du même principe fondamental qui se manifeste dans tout ce qui existe. Cela signifie qu'en principe, il n'y a rien dans l'univers qui soit intrinsèquement incompréhensible pour l'esprit humain. Ce qui rend quelque chose d'incompréhensible n'est pas une barrière métaphysique entre l'esprit et la réalité, mais simplement les limites actuelles de notre compréhension. Et voici la partie révolutionnaire. Spinoza a identifié différents types de connaissances, chacun représentant un niveau plus profond de compréhension de la réalité. Le plus élevé de ceux-ci, ce qu'il a appelé la connaissance du troisième type, ou connaissance intuitive, n'est pas une accumulation d'informations, mais une façon directe d'appréhender l'essence des choses. Cette connaissance intuitive n'est pas mystique au sens habituel. Elle ne dépend pas de la révélation divine ou d'expériences surnaturelles. C'est une connaissance qui surgit lorsque l'esprit humain fonctionne à sa pleine capacité, percevant directement les connexions et les principes qui constituent la réalité. C'est comme la différence entre mémoriser les règles des échecs et comprendre intuitivement les schémas et les stratégies qui définissent le jeu. Dans le premier cas, vous connaissez le jeu seulement extérieurement. Dans le second, vous en avez saisi la logique interne d'une manière qui transcende les règles spécifiques. Les neurosciences modernes commencent à comprendre ce que Spinoza a intuité il y a plus de 3 siècles. Des études sur ce que les scientifiques appellent « insight » ou « moment eureka » montrent des changements distincts dans l'activité cérébrale lorsqu'une personne comprend quelque chose de manière intuitive, par opposition au traitement analytique étape par étape. Ces moments de compréhension intuitive sont caractérisés par une activation de réseaux neuronaux plus vastes et une synchronisation accrue entre différentes régions du cerveau, presque comme si, pendant un instant, le cerveau reproduisait, dans sa propre structure, l'ordre et la connexion qui existent dans la réalité qui est en train d'être comprise. Antonio Damasio, neuroscientifique de renom et auteur de « À la recherche de Spinoza », fut tellement impressionné par la précision des intuitions de Spinoza sur la relation entre l'esprit et la réalité qu'il écrivit « Spinoza semblait avoir préfiguré des solutions que la neurobiologie offre maintenant aux problèmes traditionnels liés à l'esprit humain et au comportement ». Mais peut-être la découverte la plus profonde de Spinoza, celle qui menaçait réellement les structures de pouvoir de son époque, est que cette capacité de compréhension directe et intuitive n'est pas réservée à une élite spéciale. Elle ne nécessite pas une révélation divine particulière ou un accès à des connaissances ésotériques gardées par de puissantes institutions. Cette capacité est déjà présente dans chaque esprit humain. Elle fait partie de notre nature essentielle en tant qu'expression de la substance universelle que Spinoza appelait Dieu ou nature. La clé pour y accéder ne réside pas dans un texte sacré ou un rituel secret, mais dans un processus de clarification et d'ordonnancement de nos propres pensées. Comme il l'écrit dans la proposition 40 de la partie 2. Toutes les idées qui suivent dans l'esprit des idées qui y sont adéquates sont aussi adéquates. En termes plus simples, lorsque nous commençons par une compréhension claire et distincte, une idée adéquate, et que nous raisonnons correctement à partir de celle-ci, nous arrivons à des compréhensions plus claires et distinctes. C'est un processus d'auto-expansion de la connaissance qui ne dépend pas d'une autorité extérieure ou d'une révélation surnaturelle. La semence de la compréhension totale est déjà en nous.
elle a simplement besoin d'être cultivée par une pensée claire et méthodique. Imaginez cela comme apprendre à voir des motifs fractales dans la nature. À première vue, une côte rocheuse, un nuage d'orage ou un romanesco peuvent sembler des formes aléatoires. Mais lorsque vous apprenez à reconnaître les motifs fractales qui les gouvernent, vous voyez soudain la même structure mathématique se répéter à différentes échelles partout. L'esprit n'a pas imposé ce modèle à la réalité. Il a simplement appris à reconnaître un ordre qui a toujours été là. De même, la connaissance intuitive que Spinoza décrit n'est pas une projection de l'esprit sur la réalité, mais une reconnaissance de l'ordre inhérent à la réalité elle-même. C'est le secret révolutionnaire qui a rendu les idées de Spinoza si dangereuses pour les institutions religieuses et politiques de son temps. Si tout le monde a la capacité d'accéder à une connaissance plus profonde par le biais de son propre esprit, sans médiation institutionnelle, alors le pouvoir des autorités qui prétendent être des intermédiaires entre les humains et la vérité est fondamentalement menacé. Il n'est pas surprenant qu'il ait été réduit au silence de manière aussi dramatique. Sa pensée minait les fondements même du contrôle idéologique que les institutions religieuses et politiques exerçaient sur les gens. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, ici et maintenant? Comment pouvez-vous commencer à accéder à cette connaissance du troisième type que Spinoza a identifié comme la forme la plus élevée de compréhension? La première étape consiste à reconnaître les différents types de connaissances que Spinoza a identifiés et comment ils fonctionnent dans votre propre expérience. La connaissance du premier type, qu'il appelait connaissance par expérience vague ou opinion, est basée sur des informations reçues par les sens ou par des témoignages d'autres personnes. Elle est fragmentaire, passive et souvent confuse. C'est la connaissance que nous avons lorsque nous acceptons quelque chose parce qu'on nous l'a dit ou parce que nous l'avons vu superficiellement, sans vraiment comprendre ses causes ou ses connexions. Pensez à la façon dont la plupart des gens connaissent des sujets complexes comme la politique, l'économie ou même la science. Ils ont un tas d'impressions, d'opinions reçues et de faits isolés, sans une compréhension cohérente et systématique qui relie le tout. La connaissance du deuxième type, qu'il appelait raison ou connaissance adéquate, apparaît lorsque nous commençons à comprendre les causes et les connexions entre les choses. Ce n'est plus seulement une collection d'impressions, mais une compréhension systématique basée sur des principes. C'est le type de connaissance que nous avons lorsque nous comprenons vraiment un sujet, et non seulement que nous mémorisons des faits à son sujet, un scientifique qui comprend vraiment les lois qui régissent son domaine, au lieu de simplement mémoriser des formules, un musicien qui comprend la théorie musicale sous-jacente à la pièce qu'il joue, un médecin qui voit le lien entre les symptômes et les processus physiologiques sous-jacents. Tout ceci fonctionne au niveau de la connaissance du deuxième type. Mais au-delà de ceci, Spinoza a identifié un troisième type de connaissance, la connaissance intuitive ou science intuitive. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les causes et les connexions entre les choses particulières, mais d'appréhender directement leur essence et leur relation avec la totalité. C'est voir le particulier non seulement dans ses relations avec d'autres particuliers, mais dans sa relation avec le tout. Einstein a parlé de ce type de compréhension lorsqu'il a dit « L'intuition est un don sacré. Et la raison est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Avez-vous déjà eu des moments de ce type de compréhension, ces instants de clarté cristalline où, soudainement, vous voyez l'interconnexion de tout, où un problème qui semblait insoluble révèle soudainement sa solution, non pas par des étapes logiques laborieuses, mais comme une perception directe et immédiate. Ces moments d'intuition profonde sont des aperçus de ce que Spinoza a appelé la connaissance du troisième type. Ils ne sont pas des anomalies ou des expériences mystiques, ce sont des manifestations de la capacité naturelle de l'esprit humain à s'aligner sur l'ordre inhérent à la réalité. Et voici la révélation cruciale.
Ce type de connaissance n'est pas quelque chose d'étrange ou d'extérieur à votre nature. C'est l'expression la plus pleine de ce que votre esprit est déjà. Vous n'êtes pas en train d'acquérir quelque chose de nouveau. Vous vous réveillez à une capacité qui a toujours été la vôtre, comme Spinoza l'écrit dans la proposition 47 de la partie 2. L'esprit humain a une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. Dans son langage philosophique précis, cela signifie que nous avons, inhérent à notre esprit, la capacité de comprendre les principes fondamentaux qui gouvernent la réalité. Ce n'est pas une affirmation religieuse au sens conventionnel. Rappelez-vous que pour Spinoza, Dieu est synonyme de nature, la substance infinie qui constitue tout ce qui existe. Avoir une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu signifie être capable de comprendre les principes fondamentaux qui gouvernent toute la réalité. Et cette capacité n'est pas un don surnaturel accordé à quelques élus. C'est une potentialité présente dans chaque esprit humain, attendant d'être développée et réalisée par une pensée claire et méthodique. Je sais comment. Vous vous sentez maintenant. Une partie de vous est excitée par cette possibilité, tandis qu'une autre partie peut être sceptique. Après tout, si nous avons cette capacité innée de compréhension profonde, pourquoi est-elle si rare ? Pourquoi passons-nous la majeure partie de nos vies pris dans la confusion, l'incertitude et une compréhension partielle ? La réponse de Spinoza est aussi pertinente aujourd'hui qu'à son époque, parce que nous sommes dominés par des affects passifs, des émotions et des désirs qui surgissent de causes externes et que nous ne comprenons pas adéquatement. Ces affects passifs nous maintiennent dans un état de confusion mentale, incapables d'accéder à notre capacité innée de connaissance claire et distincte. Imaginez comment votre état émotionnel affecte votre capacité à penser avec clarté. Lorsque vous êtes en colère, anxieux, effrayé ou dominé par le désir, votre esprit devient trouble, fragmenté, incapable de voir les connexions et les principes que vous percevriez normalement. C'est comme essayer de voir le reflet de la lune dans un lac. Lorsque l'eau est agitée par les vagues et les courants, l'image est déformée et fragmentée. Mais lorsque l'eau est calme et claire, le reflet est net et précis. De même, lorsque notre esprit est agité par des émotions passives que nous ne comprenons pas, notre capacité à refléter l'ordre inhérent à la réalité est déformée. Mais lorsque nous atteignons un état de clarté émotionnelle, ce que Spinoza a appelé des affects actifs, basés sur une compréhension adéquate, notre esprit devient capable de refléter avec précision la structure de la réalité. La neuroscience moderne confirme cette intuition de Spinoza. Des études montrent que les états émotionnels affectent profondément les processus cognitifs, modifiant tout, de notre attention et de notre mémoire à notre capacité de raisonnement abstrait et de résolution de problèmes. Lorsque nous sommes dans des états de stress émotionnel, le cortex préfrontal, la région du cerveau associée à la pensée d'ordre supérieur et au raisonnement abstrait, montre une activité réduite, tandis que les régions associées aux réponses, de fuite ou combat, dominant le traitement neuronal. En revanche, les états de clarté émotionnelle et d'équanimité sont associés à une activité plus intégrée et cohérente dans tout le cerveau, en particulier entre les régions impliquées dans la pensée abstraite, l'autoréflexion et la compréhension intuitive, mais Spinoza ne se contentait pas de décrire un problème, il proposait une solution. Et cette solution est aussi révolutionnaire aujourd'hui qu'à son époque. Nous pouvons transformer les affects passifs en actifs grâce à la compréhension de leur cause. Comme il l'écrit dans la proposition 3 de la partie C de l'éthique. Un affect qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous formons une idée claire et distincte de lui. N'a plus simplement. Lorsque nous comprenons clairement l'origine et la nature de nos émotions, elles cessent de nous dominer passivement et deviennent partie de notre agentivité active dans le monde. Ce processus ne consiste pas seulement à supprimer ou à contrôler les émotions, il s'agit de les transformer par la compréhension.
C'est comme la différence entre essayer de tenir une porte contre un vent violent et comprendre les principes de l'aérodynamique pour concevoir une porte qui reste fermée avec un minimum d'effort. La première approche est une lutte constante. La seconde est une transformation basée sur la compréhension des principes sous-jacents. Ce processus de transformation, passer de la connaissance confuse du premier type à travers la connaissance irrationnelle du second type, jusqu'à la connaissance intuitive du troisième type, n'est ni instantané ni facile. C'est un travail de toute une vie que Spinoza a comparé au polissage des lentilles, métier qu'il exerçait pour subvenir à ses besoins. Tout comme le polissage graduel transforme un morceau de verre brut en une lentille parfaite, capable de révéler des mondes auparavant invisibles, le processus de clarification de la pensée transforme progressivement notre esprit en un instrument capable de percevoir la structure fondamentale de la réalité. L'intuition la plus profonde de Spinoza est que ce processus ne consiste pas à acquérir quelque chose d'extérieur à nous, une connaissance secrète ou un pouvoir mystique. Il s'agit de supprimer les obstacles au fonctionnement naturel de notre esprit. C'est comme nettoyer un miroir pour qu'il puisse refléter plus clairement ce qui est déjà devant lui. Comme il l'écrit dans la proposition 43 de la partie 2 de l'éthique, qui a une idée vraie sait en même temps qu'il a une idée vraie et ne peut douter de la vérité de la chose. Cette affirmation extraordinaire suggère que la connaissance vraie porte en elle sa propre certitude. Nous n'avons pas besoin de validation externe ou de confirmation autoritaire pour savoir que nous comprenons quelque chose de véritablement. Cette compréhension apporte avec elle une clarté évidente qui est sa propre validation. Pensez au moment où vous avez vraiment compris quelque chose en profondeur, peut-être un concept mathématique, ou la structure d'une œuvre musicale, ou la dynamique d'une relation humaine. Il y avait une qualité distincte dans cette compréhension, une sensation de « oui, c'est comme ça », qui ne dépendait pas de quelqu'un qui vous disait que vous aviez raison. Cette caractéristique auto-validante de la connaissance vraie est l'une des raisons pour lesquelles les idées de Spinoza étaient si menaçantes pour les institutions religieuses et politiques de son époque. Si les gens peuvent reconnaître la vérité directement, sans avoir besoin de la validation d'autorités externes, alors le pouvoir de ces autorités est fondamentalement compromis. Il n'est pas surprenant qu'il ait été excommunié en des termes aussi sévères. Le décret d'excommunication, l'un des plus durs jamais enregistrés, affirmait qu'il était maudit avec la malédiction avec laquelle Josué a maudit Jéricho, avec la malédiction qu'Élisée a prononcée sur les enfants, et avec toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Mais Spinoza ne s'est pas laissé intimider. Il a continué à développer sa philosophie en privé, soutenu par un petit cercle d'amis et de correspondants qui reconnaissaient la profondeur et l'importance de sa pensée. Et bien qu'il soit mort relativement jeune, à 44 ans, son héritage intellectuel a continué à croître en influence au cours des siècles suivants. Aujourd'hui, ses idées trouvent une nouvelle résonance dans un monde où le dogmatisme religieux et le matérialisme scientifique semblent incapables de satisfaire notre quête de compréhension significative. Sa vision d'un esprit humain naturellement capable de s'aligner sur les principes fondamentaux de la réalité offre une troisième voie, une voie qui n'exige ni la foi aveugle, ni la réduction de tout à des particules dénuées de sens. Mais peut-être l'aspect le plus radical et libérateur de la vision de Spinoza est ce qu'il dit sur notre propre potentialité. Contre toutes les idéologies qui vous disent que vous êtes fondamentalement limité, que la vraie compréhension est hors de votre portée, que vous avez besoin d'intermédiaires spéciaux pour accéder à la connaissance la plus profonde, Spinoza affirme que la capacité de comprendre la structure fondamentale de la réalité existe déjà en vous. La clé pour déverrouiller l'univers est déjà dans votre esprit. Vous n'avez tout simplement pas encore appris à l'utiliser pleinement. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Comment pouvez-vous commencer à développer et à accéder à cette connaissance du troisième type que Spinoza
à identifier comme la forme la plus élevée de compréhension. Premièrement, il est important de reconnaître que ce n'est pas un processus d'accumulation d'informations, toujours plus d'informations, mais un processus de clarification, d'ordonnancement de votre pensée. Ce n'est pas tant apprendre de nouvelles choses que de comprendre plus profondément ce que vous savez déjà. Imaginez combien de fois avez-vous compris quelque chose pour la première fois, des années après l'avoir appris. Les faits étaient là, mais la compréhension réelle, l'intuition qui relie le tout en un schéma cohérent, est arrivée bien plus tard. Ce moment d'intuition véritable, c'est un aperçu de la connaissance du troisième type. Ce n'est pas seulement comprendre des faits isolés, mais percevoir le réseau de connexion, les principes qui les unissent en un tout cohérent. Une sorte de révélation, comme une clé ouvrant un coffre au trésor. Un trésor de connaissances. La deuxième étape, c'est de cultiver ce que les psychologues modernes appellent la métacognition, la conscience et la compréhension de ses propres processus de pensée. Spinoza fut l'un des premiers philosophes à reconnaître l'importance cruciale de cette autoconnaissance cognitive. Dans la proposition 29 de la partie 2 de l'Éthique, il écrit « L'esprit ne se connaît pas lui-même, si ce n'est en percevant les idées des affections du corps. » En termes modernes, cela signifie que notre autoconnaissance n'est pas directe et immédiate, mais médiée par la conscience de nos états mentaux et physiques. Comme si notre esprit était un miroir, réfléchissant l'image de nos expériences. En développant cette conscience métacognitive, vous commencez à distinguer les différents types de compréhension dans votre propre expérience. Vous reconnaissez quand vous opérez au niveau de la connaissance du premier type, en acceptant des informations de seconde main sans véritable compréhension. Quand vous êtes au niveau de la connaissance du second type, en comprenant logiquement les connexions entre les idées. Et quand vous avez des moments de connaissance du troisième type, cette compréhension intuitive directe qui transcende le raisonnement pas à pas. La recherche moderne sur les états de flow, ces moments d'absorption complète dans une activité stimulante et significative, offrent une fenêtre pour comprendre ces différents modes de cognition. Dans l'état de flow, la division entre le penseur et la pensée, entre le connaissant et le connu, semble se dissoudre. Il y a une qualité de connaissance directe et immédiate qui transcende le raisonnement discursif pas à pas, comme une immersion totale, une fusion avec l'objet de notre attention. Mihaly Csikszentmihalyi, le psychologue qui a le premier étudié systématiquement ces états, a découvert qu'ils sont parmi les expériences les plus enrichissantes pour les êtres humains. Non pas à cause d'une récompense extérieure qu'ils apportent, mais à cause de la qualité intrinsèque de l'expérience elle-même, un sentiment de plénitude, d'accomplissement. Cela fait parfaitement écho à la vision de Spinoza sur la connaissance du troisième type, comme il l'écrit dans la proposition 32 de la partie 5. Nous nous réjouissons de tout ce que nous comprenons par le troisième type de connaissance, et ce plaisir est accompagné de l'idée de Dieu comme cause. En d'autres termes, l'expérience de cette connaissance intuitive directe apporte une joie inhérente qui ne dépend pas de récompenses externes ou de conséquences. Elle est intrinsèquement gratifiante, car elle représente le fonctionnement le plus complet et le plus plein de notre nature mentale. Un sentiment d'harmonie, d'unité. La troisième étape de ce chemin, c'est de développer ce que Spinoza a appelé l'amour intellectuel de Dieu, qui, dans sa philosophie, signifie essentiellement une appréciation profonde et aimante de l'ordre inhérent à la réalité. Ce n'est pas un amour sentimental ou romantique, mais une forme de connexion cognitive et émotionnelle avec la structure fondamentale de l'être. C'est la joie qui surgit naturellement lorsque notre esprit s'aligne avec l'ordre inhérent à la réalité. Un sentiment de connexion profonde à l'univers, à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pensez à ces moments où vous percevez un motif mathématique élégant, ou la symétrie dans une œuvre d'art, ou l'interconnexion des processus dans un écosystème.
Il y a une qualité esthétique et émotionnelle dans cette perception, un sens de la beauté, de l'ordre et du sens qui transcende la simple compréhension intellectuelle, comme une œuvre d'art, une symphonie. C'est ce que Spinoza décrit, une forme de connaissance qui est simultanément intellectuelle et émotionnelle, cognitive et affective. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le monde, mais de se réjouir de cette compréhension, de se sentir connecté et à sa place dans l'ordre que nous percevons. Un sentiment d'appartenance au monde, à l'univers. La physique moderne fait curieusement écho à cette vision spinoziste. Lorsque les physiciens parlent de l'élégance d'une théorie ou de la beauté d'une équation, ils expriment quelque chose de très semblable à ce que Spinoza a décrit comme l'amour intellectuel de Dieu, une appréciation esthétique et émotionnelle de l'ordre inhérent à la réalité. Frank Wilczek, physicien prix Nobel, a écrit sur la façon dont la beauté mathématique a servi de guide pour les découvertes fondamentales en physique. La beauté que nous voyons dans la nature, écrit-il, est la beauté des lois de la nature, et c'est la beauté qui survit dans nos équations. Une beauté cachée, une harmonie subtile. Cette convergence entre l'esthétique et la compréhension scientifique n'est pas accidentelle. Elle reflète précisément ce que Spinoza a identifié, que notre capacité à percevoir et à apprécier l'ordre dans la réalité fait partie intégrante de notre nature en tant qu'être pensant. La quatrième étape de ce chemin, c'est le développement de ce que Spinoza appelle la force de l'âme, une combinaison d'autoconnaissance et de résolution qui nous permet de résister aux forces qui nous éloignent de la connaissance claire et distincte. Ces forces sont à la fois internes et externes, intérieurement. Ce sont nos propres émotions confuses, nos désirs impulsifs et nos pensées désordonnées qui faussent notre perception. Extérieurement, ce sont les différentes formes de manipulation idéologique, de superstition et d'autoritarisme qui tentent de nous maintenir dans un état de confusion mentale et de dépendance à des autorités externes. La force de l'âme, c'est la capacité de maintenir la clarté mentale même face à ces forces. Ce n'est pas une suppression stoïque des émotions, mais une transformation de celles-ci par la compréhension, en convertissant les affects passifs en affects actifs, une maîtrise de soi, une force intérieure. La psychologie contemporaine reconnaît l'importance de cette capacité de régulation émotionnelle pour le bien-être cognitif et psychologique. Les recherches sur l'intelligence émotionnelle et la régulation émotionnelle adaptative font écho à l'intuition de Spinoza, selon laquelle notre vie émotionnelle et notre capacité à penser clairement sont intrinsèquement liées. Mais Spinoza va au-delà de la simple gestion des émotions. Pour lui, le but n'est pas seulement de contrôler les émotions négatives, mais de les transformer par la compréhension en source de pouvoir et de joie, en convertissant la peur en prudence, le ressentiment en résolution motivée, le désir obsessionnel en appréciation équilibrée. Cette transformation n'est pas seulement un avantage psychologique personnel, c'est une condition nécessaire au type de compréhension claire et distincte qui constitue la connaissance du troisième type. C'est comme nettoyer et calibrer le télescope de l'esprit pour qu'il puisse percevoir avec plus de précision la structure de la réalité. Une vision plus claire, plus précise, enfin. La cinquième étape de ce chemin, c'est la culture de ce que Spinoza appelle la béatitude, un état de joie stable qui découle de la connaissance intuitive de notre participation à la nature divine, ou, en termes modernes, notre connexion intrinsèque à la totalité de la réalité, un état de paix, d'harmonie, de plénitude. Cet état n'est pas une récompense future pour bonne conduite, ni un objectif lointain à atteindre après des années d'entraînement acharné. Il est l'expression naturelle de notre esprit, lorsqu'il fonctionne selon sa nature la plus essentielle, lorsqu'il est aligné avec l'ordre inhérent à la réalité. Comme Spinoza l'écrit dans la proposition 42 de la partie sainte de l'éthique.
Le bonheur n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas en refrénant les passions, mais au contraire, nous en jouissons en pouvant refréner les passions. Autrement dit, la véritable félicité n'est pas une récompense qui vient après la compréhension. Elle est inhérente à l'acte même de comprendre. L'esprit qui perçoit clairement l'ordre dans la réalité expérimente naturellement de la joie dans cette perception. Ceci est parfaitement en phase avec la recherche psychologique contemporaine sur le bien-être eudaimonique, un type de bonheur qui ne provient pas du plaisir hédonique, mais du plein fonctionnement de nos capacités essentielles en tant qu'êtres humains. Des études montrent consistamment que ce type de bien-être est associé à une plus grande satisfaction de vie, à une meilleure santé physique et à une plus grande résilience psychologique. Ce qui est remarquable dans toutes ces connexions entre la philosophie de Spinoza et les découvertes scientifiques modernes, c'est qu'il ne s'agit pas de coïncidences superficielles ou de vagues similitudes. Ce sont des alignements profonds et précis, qui suggèrent que Spinoza a vraiment saisi quelque chose de fondamental sur la nature de l'esprit humain et sa relation avec la réalité. Par la pure investigation philosophique, sans les instruments de la science moderne, sans les techniques avancées de neuroimagerie ou d'analyse de données, il est arrivé à des intuitions sur le fonctionnement de l'esprit que nous commençons seulement maintenant à confirmer empiriquement. Cela suggère que la clé qu'il a découverte, la capacité de l'esprit humain à s'aligner sur l'ordre inhérent à la réalité, l'est quelque chose de réel et de substantiel, et non pas seulement une construction philosophique abstraite, mais arrivons maintenant au point crucial. Comment pouvez-vous appliquer ces intuitions dans votre propre vie? Comment pouvez-vous commencer à utiliser la clé qui est déjà dans votre esprit pour débloquer une compréhension plus profonde de l'univers? La première étape pratique est de cultiver ce que nous pourrions appeler une hygiène mentale. Des pratiques qui aident à clarifier et à ordonner vos pensées, en éliminant les distorsions et les confusions qui empêchent une perception claire. Ces pratiques peuvent inclure la méditation de pleine conscience, dont les recherches montrent qu'elle augmente la métacognition et réduit le pilote automatique. Mental, l'écriture réflexive qui aide à traiter les expériences et les émotions, en transformant des impressions vagues en une compréhension plus claire et plus distincte. Le dialogue socratique, où les idées sont testées et affinées par une interrogation rigoureuse et l'exploration des prémices. L'étude de systèmes de connaissances qui illustrent l'ordre et la clarté, comme les mathématiques, la musique ou certaines traditions philosophiques. Le but de ces pratiques n'est pas d'accumuler plus de connaissances au sens conventionnel, mais de cultiver la clarté et l'ordre de la pensée qui permettent à l'intuition de surgir naturellement. La deuxième étape pratique est de développer ce que nous pourrions appeler une alphabétisation émotionnelle, la capacité de reconnaître, de comprendre et de transformer vos émotions par la compréhension de leur cause. Comme Spinoza l'a reconnu, nos émotions ne sont pas des intrusions irrationnelles dans un esprit par ailleurs rationnel. Elles font partie intégrante de la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde. Apprendre à travailler avec elles plutôt que contre elles est essentiel pour le type de compréhension claire qu'il décrit. Cela peut inclure des pratiques telles que tenir un journal des émotions, en notant quand des émotions intenses surviennent et en enquêtant sur leurs causes. Développer un vocabulaire émotionnel plus riche qui permette des distinctions plus fines entre différents états émotionnels. Pratiquer le ralentissement dans les moments d'intensité émotionnelle, créant un espace pour la compréhension réflexive au lieu d'une réaction automatique. Cultiver la curiosité à propos de vos propres réactions émotionnelles, les considérant comme des sources d'informations sur vous-même et votre relation avec le monde. La troisième étape pratique est de s'engager dans ce que nous pourrions appeler une contemplation active, de l'ordre dans la réalité.
Il ne s'agit pas de méditation passive, mais d'un engagement actif et investigatif avec la structure du monde autour de vous. Cela peut inclure l'étude des systèmes naturels, en observant comment des principes similaires se manifestent à différentes échelles et dans différents contextes. L'exploration des relations mathématiques et géométriques, non seulement comme des abstractions, mais comme des expressions de l'ordre inhérent à la réalité. L'attention aux motifs et au rythme dans l'art, la musique et la littérature, en voyant comment ils reflètent et expriment des principes organisateurs fondamentaux, l'investigation de votre propre processus de pensée, en remarquant comment les idées se connectent et se rapportent dans votre propre esprit. Le but ici n'est pas simplement d'accumuler des connaissances factuelles, mais de développer une perception intuitive des connexions et des schémas qui constituent l'ordre inhérent à la réalité. La quatrième étape pratique est de cultiver ce que nous pourrions appeler une communauté de compréhension. Des relations avec d'autres qui sont engagés dans une recherche similaire de clarté et de compréhension. Comme Spinoza l'a reconnu, bien que le chemin vers la véritable compréhension soit en fin de compte individuel, il est considérablement facilité par la connexion avec d'autres qui partagent la même orientation. Dans la proposition 35 de la partie 4, il écrit « Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, seulement dans cette mesure ils s'accordent toujours, nécessairement, en nature, en termes pratiques. Cela peut inclure participer à des dialogues et des discussions axées sur l'exploration collaborative des idées, plutôt que sur le débat compétitif. Former des groupes d'études ou des cercles de lecture dédiés à l'exploration approfondie de textes qui illustrent la clarté et l'ordre de la pensée. Cultiver des amitiés basées sur l'appréciation mutuelle de la beauté, de la vérité et de la compréhension. Ce que Spinoza appellerait l'amour intellectuel. Créer des espaces, physiques ou virtuels, où l'investigation sincère et l'expression honnête sont valorisées au-dessus du gain social ou de la conformité. Le but ici n'est pas de sous-traiter votre recherche de compréhension à d'autres, mais de créer un écosystème social qui soutienne et renforce votre propre capacité à penser clairement. Enfin, la cinquième étape pratique est d'adopter ce que nous pourrions appeler la praxis de la compréhension. Vivre en accord avec les connaissances que vous acquérez, en laissant celles-ci façonner vos actions et vos interactions dans le monde. Comme Spinoza l'a reconnu, la vraie connaissance n'est pas seulement contemplative, elle a des implications pratiques pour la façon dont nous vivons. Dans la proposition 24 de la partie 4, il écrit « Agir absolument par vertu n'est, en nous, rien de plus que d'agir, de vivre et de conserver l'être sous la conduite de la raison, et cela selon le principe de rechercher notre propre utile. » En termes pratiques, cela peut inclure aligner ses choix de vie avec sa compréhension la plus profonde, même lorsque cela va à l'encontre des conventions sociales ou des attentes extérieures. Cultiver l'intégrité entre pensée, sentiment et action. Réduire la dissonance entre ce que l'on comprend et comment on vit. Approcher les défis et les difficultés comme des opportunités pour approfondir sa compréhension. Les voir non pas comme des obstacles à éviter, mais comme des parties intégrantes du processus de croissance, partager sa compréhension avec les autres d'une manière qui empuissera leur propre capacité de compréhension, au lieu de créer une dépendance à votre autorité. Le but ici n'est pas la perfection morale selon un code extérieur, mais une vie qui exprime et approfondit sa compréhension de l'ordre inhérent à la réalité. Ce qui est remarquable concernant le chemin tracé par Spinoza, c'est qu'il ne dépend pas de capacités extraordinaires, de circonstances spéciales ou de révélations mystiques. Il est accessible à tout être humain disposé à s'engager dans le travail de clarification et d'organisation de sa propre pensée, comme il l'écrit dans la proposition 40 de la partie 5 de l'éthique. Plus chacun est capable de ce type de connaissance intuitive, plus il est conscient de lui-même et de Dieu, c'est-à-dire plus il est parfait et heureux.
Voilà la promesse révolutionnaire au cœur de la philosophie de Spinoza. La clé pour comprendre l'univers n'est pas cachée dans un texte ésotérique ou gardée par une élite spéciale, mais présente dans chaque esprit humain. Attendant d'être découverte et développée, une promesse qui défie à la fois l'élitisme intellectuel, qui réserve la vraie connaissance à quelques privilégiés, et le relativisme, qui nie la possibilité de toute compréhension objective. C'est une troisième voie, qui affirme la capacité universelle de connaissance authentique, tout en reconnaissant que cette connaissance exige développement et culture. Cette vision était radicalement démocratique au XVIIe siècle et elle l'est toujours aujourd'hui. Elle suggère que l'accès à la connaissance la plus profonde n'est pas déterminé par le statut social, les titres académiques ou l'affiliation institutionnelle, mais par la clarté et l'ordre de la pensée de chaque individu. Il n'est pas étonnant que cette vision ait été si menaçante pour les institutions du pouvoir de son époque. Si chaque esprit humain possède la capacité innée de comprendre l'ordre inhérent à la réalité sans intermédiaire, alors le rôle des autorités qui prétendent contrôler l'accès à la vérité est fondamentalement remis en question. Ces autorités, qu'elles soient religieuses, politiques ou académiques, ont un intérêt à maintenir l'idée que la vraie connaissance exige leur médiation, que sans leurs textes approuvés, leurs rites, leurs diplômes, leurs titres, l'accès à la vérité profonde est impossible. Mais Spinoza a vu à travers cette illusion. Il a reconnu que bien que le chemin vers la compréhension claire puisse être facilité par des professeurs, des textes et des institutions, il dépend fondamentalement du travail intérieur de chaque individu pour ordonner et clarifier sa propre pensée. Ce travail intérieur ne peut être fait par personne d'autre que vous-même. Aucun gourou, professeur, texte sacré ou institution ne peut le faire pour vous. Ils peuvent indiquer le chemin, offrir des techniques, fournir un contexte et un soutien. Mais le véritable travail de transformation, la conversion de la connaissance confuse en connaissance claire et distincte, ne peut être réalisé que par votre propre esprit. Et voici la partie la plus passionnante. À un niveau fondamental, votre esprit est déjà équipé pour ce travail. La capacité de comprendre l'ordre inhérent à la réalité n'est pas quelque chose que vous devez acquérir de l'extérieur. C'est partie intégrante de votre nature en tant qu'être pensant. Comme Spinoza l'explique dans la proposition 38 de la partie 2 de l'éthique, les choses qui sont communes à tout et qui sont également dans le tout et dans les parties ne peuvent être conçues que de manière adéquate. En termes plus simples, les principes fondamentaux qui constituent la réalité sont nécessairement compréhensibles pour l'esprit humain, parce que notre esprit est une expression de ces mêmes principes. En comprenant la réalité, nous comprenons essentiellement nous-mêmes, et en nous comprenant nous-mêmes, nous comprenons la réalité. C'est la clé que Spinoza a découverte. Une clé qui était si cachée à la vue de tous qu'il a fallu un acte extraordinaire de clarté philosophique pour la révéler. Et une fois révélée, cette clé montre que ce qui semblait être verrouillé, la compréhension profonde de l'ordre inhérent à la réalité, n'a jamais été vraiment verrouillé pour commencer. La porte était ouverte tout le temps. Nous avions juste besoin d'apprendre à voir avec assez de clarté pour le réaliser. Et maintenant, plus de 300 ans après que Spinoza ait articulé cette vision révolutionnaire, nous commençons à la redécouvrir et à l'apprécier avec une nouvelle clarté, au fur et à mesure que les limites du dogmatisme religieux et du matérialisme scientifique deviennent de plus en plus évidentes. La troisième voie que Spinoza offre, la vision d'un esprit naturellement capable de s'aligner sur l'ordre inhérent à la réalité, semble de plus en plus pertinente et nécessaire. Il ne s'agit pas de revenir à Spinoza dans un sens démodé ou nostalgique, c'est que nous atteignons enfin la vision qu'il a eue il y a des siècles, reconnaissant, comme il l'a fait, que la capacité de comprendre la
structure fondamentale de la réalité, fait partie intégrante de notre nature en tant qu'être pensant. Et au fur et à mesure que nous reconnaissons cette capacité en nous-mêmes, nous commençons à la libérer des diverses formes de confusion, de superstition et d'autorité extérieure qui l'ont obscurcie. Nous commençons à utiliser la clé qui a toujours été dans notre esprit pour débloquer une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en lui. C'est l'invitation que Spinoza adresse à chacun de nous à travers les siècles. Découvrir la clé qui est déjà dans notre esprit et l'utiliser pour débloquer la compréhension qui est déjà potentiellement présente en notre être. Ce n'est pas une promesse de connaissance mystique ésotérique, ni une garantie d'accès à des vérités surnaturelles. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et, en même temps, de beaucoup plus profond. Une reconnaissance de notre capacité naturelle à comprendre l'ordre inhérent à la réalité et une invitation à développer cette capacité à son plein potentiel. C'est la révolution que Spinoza a initiée, une révolution qui ne dépend pas de la chute des gouvernements ou de la réforme des institutions, mais d'une transformation beaucoup plus fondamentale, la transformation de la façon dont nous comprenons notre propre esprit et sa relation avec la réalité, et vous êtes invités à participer à cette révolution, non pas en tant que disciple de Spinoza ou de toute autre figure d'autorité, mais en tant qu'être pensant qui se réveille à sa propre capacité innée à comprendre l'ordre inhérent à l'univers. La clé est dans votre esprit. Il est temps d'apprendre à l'utiliser